me manquer. Le soleil, mon grand copain. À 90 ans, Brigitte Bardot est devenue une légende vivante, une silhouette qui traverse le temps comme une ombre fascinante. Retirée à la Madrague, dans sa maison de Saint-Tropez, elle mène une vie discrète, loin des plateaux de cinéma et des flashs, mais son nom, lui, continue de résonner dans l'imaginaire collectif. Pour certains, elle demeure l'icône absolue, la femme qui a incarné la liberté, l'audace et la sensualité de toute une époque. Pour d'autres, elle reste une figure controversée, parfois incomprise, parfois jugée sévèrement. Car derrière l'image de bébé, cette blonde solaire qui a bouleversé le cinéma français et transformé le regard porté sur les femmes, il y avait aussi une personnalité de feu, fière, directe, incapable de composer avec l'hypocrisie. Bardot n'a jamais caché ses passions, mais elle n'a jamais caché non plus ses animosités. Son parcours est jalonné de rencontres inoubliables, d'alliances éphémères, mais aussi de rivalités tenaces. Aujourd'hui, en revisitant le chemin de sa vie, apparaissent des noms qui portent en eux une histoire de confrontation, de douleur ou d'incompréhension. 6 artistes, 6 figures avec lesquelles Brigitte Bardot n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Derrière chaque nom, une époque, une blessure, une scène de théâtre ou de cinéma où les regards en disaient plus que les mots. Dans ce récit, nous allons lever le voile sur ces 6 personnalités que Bardot, dans ses confidences et ses silences, ne pouvait pas voir en peinture. Ce n'est pas une liste de haine, mais le reflet d'une vie hors norme, d'une femme qui n'a jamais craint d'assumer ses vérités, même lorsqu'elles dérangeaient. Numéro 1. Jeanne Moreau. À la fin des années 1950, le cinéma français vit une véritable révolution. La nouvelle vague surgit comme un orage artistique. Godard, Truffaut, Chabrol ou Malle imposent une nouvelle écriture cinématographique. Dans ce tourbillon, 2 visages de femmes s'imposent, mais dans des registres presque opposés. D'un côté, Brigitte Bardot, la sensualité à l'état pur, l'incarnation d'une liberté nouvelle, une muse qui ne s'excuse jamais d'être désirable. De l'autre, Jeanne Moreau, comédienne intellectuelle, énigmatique, qui faisait vibrer l'écran par la profondeur de son regard plus que par la lumière de son corps. Lorsque Louis Malle tourne Ascenseur pour l'échafaud puis Les Amants, Jeanne Moreau devient l'icône d'un cinéma exigeant, cérébral. Bardot, elle, vient d'exploser dans Et Dieu, créa La femme de Vadim, où elle impose une révolution charnelle. 2 mondes parallèles qui finissent par se croiser, mais qui ne se rencontrent jamais vraiment. Pour la critique, cette opposition devient un terrain de jeu, Moreau, la femme de tête, contre Bardot, la femme de corps. Brigitte Bardot, pourtant, ne supporte pas ces étiquettes. Elle n'a jamais voulu être réduite à une image, et derrière ces courbes photogéniques se cachait une actrice qui cherchait aussi la reconnaissance artistique. Mais le succès populaire qu'elle suscitait lui collait à la peau, alors que Jeanne Moreau recevait les lauriers de l'intelligentsia parisienne. La presse, en exacerbant cette dichotomie, nourrit une rivalité implicite. Les journalistes posaient des questions en opposant systématiquement les 2 femmes, forçant Bardot à se défendre. Pourquoi vous compare-t-on toujours à Jeanne Moreau? Le malaise grandit. Bardot se sent trahi par un système qui la voulait provocatrice, frivole, presque superficielle, alors qu'elle aspirait à plus de profondeur. Moreau, de son côté, n'a jamais cherché le conflit. Mais son attitude distante, presque méprisante vice des projecteurs mondains, accentuait le sentiment de Bardot d'être considérée comme une simple starlette. Pour Bardot, cette froideur intellectuelle de Moreau représentait tout ce qu'elle rejetait. Un art élitiste, fermé, qui ne voulait pas reconnaître la puissance populaire d'une image. Ainsi, derrière les sourires forcés lors des festivals ou des cérémonies, il y avait un abîme de différence. Et pour Bardot, Jeanne Moreau devint un symbole agaçant, celui d'une France qui ne voulait pas lui accorder une place d'actrice à part entière. Si Brigitte Bardot ressentait une irritation face à Jeanne Moreau, c'est aussi parce que la presse et les milieux intellectuels ne cessaient d'opposer leur destin. Bardot, adulée par les foules, était considérée comme une créature de Vadim, une invention médiatique, une silhouette photogénique plus qu'une actrice sérieuse. Jeanne Moreau, en revanche, était saluée comme l'héritière du théâtre classique, l'égérie des cinéastes les plus audacieux. Cette répartition des rôles irritait profondément Bardot. Dans les interviews, certaines phrases de Moreau, bien que prononcées avec distance, furent perçues par Bardot comme des piques.
Moreau se plaisait à rappeler qu'elle n'avait jamais eu besoin d'exhiber son corps pour imposer sa présence à l'écran. Les journalistes se délectaient de ces sous-entendus, les transformant en titres accrocheurs. Moreau contre Bardot, l'intellect contre l'instinct. Ces gros titres nourrissaient une tension qui, même si elle n'était pas toujours verbalisée, brûlait en silence. Bardot, en privé, se plaignait parfois de cette comparaison injuste. Elle savait qu'elle avait changé la perception des femmes au cinéma, qu'elle avait donné une nouvelle voix à la sensualité féminine. Mais face au regard condescendant d'un certain milieu parisien, incarné par Jeanne Moreau, elle avait le sentiment d'être réduite à un simple symbole éphémère. Pour une femme aussi fière que Bardot, cette minimisation de son art était insupportable. Il faut dire que Moreau incarnait aussi tout ce que Bardot rejetait. Le sérieux pesant, les débats interminables sur l'art et la philosophie, les cercles élitistes où l'on parlait plus qu'on ne vivait. Bardot, elle, était instinct, passion, vitalité brute. Elle ne supportait pas la lenteur des salons intellectuels, cette manière de décortiquer le cinéma comme une équation mathématique. Elle voyait dans l'attitude de Moreau une froideur, une distance presque hautaine. Lors des rares événements où elles apparaissaient ensemble, comme certains festivals internationaux, les photographes cherchaient à les placer côte à côte. Les images de ces deux femmes, l'une souriante et solaire, l'autre mystérieuse et grave, faisaient le tour du monde. Mais derrière les flashs, il n'y avait aucun échange véritable, seulement une politesse glacée. Pour Bardot, cette absence de chaleur confirmait l'idée que Jeanne Moreau la regardait de haut. Et dans le cœur de Bébé, cette impression se transforma en agacement durable, presque en blessure intime. Elle pouvait respecter le talent de Moreau, mais elle ne pouvait pas l'aimer, et encore moins oublier ce sentiment d'être constamment jugée à travers elle. Ainsi, Jeanne Moreau reste l'un des noms que Bardot ne pouvait pas voir en peinture. Non pas à cause d'un conflit direct, mais parce qu'elle représentait ce miroir déformant, ce rappel constant d'un monde qui ne voulait pas lui reconnaître sa véritable valeur d'artiste. Numéro 2, Claudia Cardinal. Au tournant des années 1960, le cinéma européen devient un terrain de rivalité féminine amplifié par les médias. Tandis que l'Italie exporte ses divas Sofia Loren, Gina Lollobrigida et surtout Claudia Cardinal, la France brandit fièrement son étendard. Brigitte Bardot. Deux nations, deux fiertés, deux visages qui cristallisent la fascination du public. Claudia Cardinal apparaît sur les écrans avec une aura différente de Bardot. Elle n'est pas la blonde solaire de Saint-Tropez, mais une brune mystérieuse, au charme profond, au regard dense, presque sauvage. Alors que Bardot incarne la liberté effervescente, l'érotisme enjoué, Cardinal impose une sensualité plus contenue, plus dramatique. Cette nuance séduit les critiques. Ils y voient une beauté méditerranéenne, classique, ancrée dans une tradition plus noble du cinéma. Rapidement, les comparaisons s'imposent. Dans les magazines de l'époque, on aligne les photos des deux femmes, Bardot en bikini sur la plage, Cardinal dans une robe ajustée au Festival de Venise. On demande au public « Qui est la plus belle ?» Ces concours de beauté déguisée irritent profondément Bardot. Elle n'avait pas choisi d'être constamment confrontée à une autre actrice, encore moins étrangère, mais la machine médiatique avait besoin de duels. Bardot, jalousée, commençait à sentir l'ombre de Cardinal. En Italie, Claudia devenait la muse de Visconti, de Fellini, de Léone. Son rôle dans 8 et demi ou dans Il Gattopardo la plaçait dans une sphère prestigieuse, presque intouchable. Pendant ce temps, Bardot restait prisonnière de son image de sex symbole, qu'elle assumait, certes, mais qui lui fermait parfois les portes d'un cinéma plus ambitieux. Cette différence de traitement renforçait l'agacement. Bardot observait avec amertume que Cardinal recevait les éloges des critiques, alors qu'elle, malgré son succès mondial, devait toujours se justifier. Dans les coulisses, elle confiait à ses proches qu'elle ne comprenait pas cette obsession de les comparer, mais au fond, cette rivalité entretenue par la presse lui pesait lourdement. Claudia Cardinal, sans le vouloir vraiment, devenait ainsi l'un des visages que Bardot associait à cette compétition féminine épuisante, une bataille d'images orchestrée par des hommes et par des journaux avides de drame. Si la presse avait mis en scène la rivalité entre Bardot et Cardinal, c'est parce que leur trajectoire semblait irréconciliable. Bardot représentait la modernité scandaleuse, la femme affranchie qui déstabilisait les conventions. Cardinal, elle, incarnait une beauté méditerranéenne enracinée, une grâce classique qui plaisait autant aux réalisateurs qu'aux critiques. Ce contraste fascinait, mais il alimentait aussi un duel silencieux. Lors des festivals, notamment à Cannes ou à Venise,
Les deux actrices étaient souvent présentes au même moment. Les photographes cherchaient à les capturer dans le même cadre, comme si l'histoire exigeait une confrontation visuelle. Bardot apparaissait rayonnante, entourée d'admirateurs, tandis que Cardinal avançait avec une assurance tranquille, presque royale. Aux yeux de Bardot, cette sérénité n'était pas de l'indifférence, mais une supériorité affichée. Elle y voyait un signe de mépris, une manière de lui rappeler que son règne pouvait être contesté. Les critiques, eux, accentuaient l'écart. Quand Bardot se montrait audacieuse, on parlait de provocation. Quand Cardinal jouait des rôles intenses, on évoquait la profondeur. Cette différence de vocabulaire blessait Bardot. Elle sentait que, derrière ces mots, se cachait une hiérarchie implicite. Cardinal l'artiste, Bardot la créature. Ce constat, même s'il n'était pas formulé directement, nourrissait en elle un agacement croissant. Dans les rares entrevues où elle abordait le sujet, Bardot restait évasive, mais ses silences en disaient long. Elle ne reprochait pas à Cardinal une faute précise, car Claudia n'avait jamais cherché le conflit. Ce qui la dérangeait, c'était l'aura qui l'entourait, cette reconnaissance immédiate dont elle-même avait été privée. Avec le temps, Bardot comprit que cette rivalité n'était pas vraiment personnelle. Elle était la projection d'un système médiatique avide d'opposition qui transformait deux carrières parallèles en une guerre d'images. Pourtant, malgré cette lucidité, elle ne put jamais effacer le malaise. Pour elle, Claudia Cardinal restait associée à une blessure intime, celle de ne pas avoir été considérée comme une actrice complète, mais seulement comme une étoile de désir. Ainsi, Bardot n'a jamais pu voir en peinture cette beauté italienne qui, sans le vouloir, lui rappelait constamment les jugements inéquitables d'un monde où l'image valait parfois plus que le talent. Numéro 3. Françoise Sagan. Dans le Paris des années 1960, deux figures féminines incarnaient l'esprit de liberté, Brigitte Bardot et Françoise Sagan. La première, star de cinéma devenue mythe vivant, la seconde, prodige littéraire qui, à 18 ans, avait déjà secoué la France entière avec Bonjour Tristesse. Toutes deux représentaient une génération avide de rupture, impatiente de briser les codes. Leur rencontre n'avait rien d'étonnant. Elles fréquentaient les mêmes cercles, les mêmes soirées où se mêlaient écrivains, acteurs, chanteurs et journalistes. Sagan, avec sa voix douce et son regard narquois, fascinait Bardot. Elle l'admirait pour son indépendance d'esprit, pour son écriture dépouillée qui disait l'essentiel avec une simplicité déconcertante. De son côté, Sagan voyait en Bardot un miroir éclatant de ses propres révoltes, une femme qui ne s'excusait jamais d'être libre, qui vivait selon ses désirs, sans calcul ni compromis. Au début, une complicité sincère semblait les unir. On les apercevait parfois ensemble dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, à rire, à fumer, à parler d'hommes et de liberté, comme deux adolescentes éternelles. Sagan, discrète et ironique, aimait l'énergie solaire de Bardot. Bardot, instinctive et passionnée, admirait le détachement presque cynique de Sagan. Elles formaient un duo improbable mais harmonieux. La plume et l'image, la littérature et le cinéma, l'esprit et le corps. Cette amitié fragile, pourtant, reposait sur un équilibre délicat. Bardot avait besoin d'être comprise, reconnue au-delà de sa beauté. Sagan, de son côté, voyait souvent les êtres humains comme des personnages de romans qu'elle observait avec une distance ironique. Pour Bardot, cette distance pouvait être blessante, car elle aspirait à une relation plus authentique, moins analysée. Malgré ces différences, pendant quelques années, elles partagèrent une même aura, celle d'icônes de la modernité française. Deux femmes qui incarnaient un souffle nouveau et que le public adorait opposer ou associer selon l'humeur des articles. Mais sous cette lumière complice, l'ombre de la rupture se dessinait déjà. L'amitié entre Brigitte Bardot et Françoise Sagan ne tarda pas à se fissurer, et cela de manière subtile d'abord, avant de devenir irréversible. Tout commença par quelques phrases, glissées par Sagan dans des interviews ou dans ses chroniques, où l'ironie perçante de l'écrivaine se transformait en pique involontaire. Lorsqu'on l'interrogeait sur Bardot, Sagan répondait avec ce ton faussement léger. « Elle est magnifique, bien sûr, mais elle ne joue pas, elle vit devant la caméra. » Une formule qui, en surface, pouvait sembler un compliment, mais qui pour Bardot sonnait comme une dévalorisation de son talent d'actrice. Bardot, déjà sensible aux critiques qu'il enfermait dans son image de sex-symbole, ressentit ces phrases comme une trahison, car venant de Sagan, qu'elle admirait et considérait comme une alliée,
ses propos prenaient une dimension douloureuse. La presse, toujours avide de sensationnel, ne manqua pas de souligner ces remarques, les transformant en preuve d'une rivalité. Peu à peu, la distance s'installa. Bardot, qui cherchait dans Sagan une amie capable de la comprendre, découvrit en elle une observatrice ironique, presque détachée. Sagan, elle, n'avait sans doute pas l'intention de blesser. Son rapport au monde était celui d'une romancière, voir, analyser, transformer les êtres en personnages. Mais pour Bardot, habitué à vivre dans la chair, dans l'instant, ce regard distancié ressemblait à une froideur cruelle. Leur rupture ne fut jamais officielle, jamais scandaleuse. Pas de cris, pas de scène publique. Simplement, les invitations cessèrent, les rencontres se firent rares. Bardot garda au fond d'elle ce sentiment amer, celui d'avoir été jugée par une amie qu'elle croyait sincère. Et chaque fois que le nom de Françoise Sagan revenait, c'était ce goût d'amitié brisée qui remontait, comme une blessure discrète mais persistante. Ainsi, Françoise Sagan figure parmi ces noms que Bardot ne pouvait plus voir en peinture, non pas parce qu'il y eut haine ouverte, mais parce qu'il y eut déception intime. Et pour une femme comme Bardot, la déception était parfois plus insupportable encore que l'hostilité déclarée. Numéro 4, Günther Sachs. Parmi toutes les histoires sentimentales qui ont marqué la vie de Brigitte Bardot, celle avec Günther Sachs reste l'une des plus spectaculaires. Au milieu des années 1960, Bardot est au sommet de sa gloire, et Sachs, héritier d'une riche famille allemande, playboy international, collectionneur d'art et photographe amateur, traverse les soirées mondaines comme une comète dorée. Leur rencontre, orchestrée dans un cercle mondain de Saint-Tropez, fut immédiate. Deux êtres flamboyants, attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Sachs avait le goût du faste et des gestes extravagants. La légende raconte qu'il fit pleuvoir une pluie de roses rouges sur la villa de Bardot à Saint-Tropez depuis un hélicoptère. Ce geste, digne d'un conte de fées moderne, fit la une des journaux du monde entier. L'image de Bardot, déjà symbole de sensualité, s'associa à celle de ce prince moderne, richissime et imprévisible. Ensemble, ils formaient un couple que la presse adorait, la star la plus désirée du cinéma et le playboy le plus extravagant d'Europe. Durant leurs mois de passion, la vie semblait n'être qu'une fête. Saint-Tropez devenait le théâtre de leurs excès. Dîners somptueux, escapades en yacht, soirées interminables. Bardot, qui avait toujours cherché la liberté, trouvait en Sachs un compagnon capable de suivre son rythme effréné. Il la couvrait de cadeaux, d'attentions et surtout de cette admiration absolue qu'elle réclamait. Mais derrière les apparences, des fissures apparaissaient déjà. Sachs, malgré son charme, appartenait à un univers où l'argent dictait souvent les relations. Bardot, instinctive et passionnée, commençait à sentir un décalage. Elle aimait avec ses tripes, lui aimait aussi avec son image. Pour elle, l'amour devait être fusionnel, sans calcul. Pour lui, il devenait parfois un spectacle, un rôle qu'il endossait sous l'œil des photographes. Pendant un temps, ils réussirent à masquer ces différences sous l'éclat de leurs aventures. Mais les premières tensions naissaient déjà, comme des ombres au bord d'un tableau trop parfait. Lorsque la passion s'estompa, la relation entre Brigitte Bardot et Günther Sachs bascula vers un territoire plus sombre. Après l'explosion initiale, ces roses déversées du ciel, ces nuits flamboyantes à Saint-Tropez restaient la réalité d'un couple trop exposé. Bardot, lassé par l'attention permanente des médias, aspirait à une forme de tranquillité. Sachs, au contraire, semblait se nourrir de ce tourbillon médiatique qui renforçait sa propre aura de séducteur. Leur rupture ne fut pas discrète. Bardot, toujours entière, ne savait pas rompre en douceur. Sachs, piqué dans son orgueil, choisit de transformer ce qui avait été un amour sincère en une histoire qu'il aimait raconter, parfois avec un ton de conquérant. Dans certaines confidences rapportées par la presse, il décrivait Bardot comme une femme insaisissable, fascinante mais impossible à retenir. Ses propos, qui se voulaient peu être flatteurs, eurent pour effet de blesser profondément Bardot. Elle avait l'impression d'être réduite à un trophée, une aventure de plus dans le palmarès d'un homme qui collectionnait autant les femmes que les voitures ou les œuvres d'art. Pour Bardot, qui avait toujours cherché à être aimée pour elle-même et non pour son image, cette attitude représentait une trahison. Günther Sachs, jadis prince charmant aux gestes fous, devint dans sa mémoire le symbole d'une illusion brisée. Leur histoire d'amour, qui aurait pu rester une légende romantique, se transforma en souvenir amer. Au fil du temps,
Bardot parla peu de lui, mais lorsqu'elle le fit, ses mots portaient la trace d'une rancune tenace. Elle n'oublia jamais ce sentiment d'avoir été utilisée, mise en vitrine, puis reléguée au rang d'anecdote mondaine. Günther Sachs n'était plus l'homme des roses tombées du ciel, mais celui qui avait transformé une passion brûlante en blessure persistante. C'est pourquoi son nom figure parmi ces 6 visages que Bardot ne pouvait plus voir en peinture, parce qu'il représentait l'un des paradoxes les plus cruels de sa vie, où l'amour absolu s'était mué en rancune indélébile. Numéro 5. Serge Gainsbourg. En 1967, lorsque Serge Gainsbourg croise la route de Brigitte Bardot, il est déjà connu comme un auteur-compositeur provocateur, mais pas encore l'icône subversive qu'il deviendra plus tard. Bardot, elle, est au sommet de sa gloire internationale, incarnation absolue du désir et de la liberté. Leur rencontre ne pouvait être que volcanique, lui, obsédé par l'idée de repousser les limites de la chanson française, elle, femme insaisissable qui attisait toutes les passions. Gainsbourg tombe immédiatement sous le charme de Bardot. Fasciné, il lui écrit une chanson qui deviendra l'un des morceaux les plus sulfureux de l'histoire de la musique. Je t'aime, moi non plus. La mélodie, les paroles crues et suggestives, tout dans ce titre est conçu pour provoquer un choc. Gainsbourg imagine Bardot comme l'interprète idéal, la seule capable d'incarner cette sensualité interdite. Ils enregistrent le morceau dans le secret d'un studio parisien. Pour Gainsbourg, c'est une consécration, chanter ce duo avec la femme la plus désirable du monde. Mais très vite, l'affaire tourne au scandale. Bardot, déjà critiqué pour ses choix de vie jugés trop libres, comprend que la chanson est une bombe à retardement. Elle craint la réaction de son mari de l'époque, Günther Sachs, mais aussi celle du public qui la verrait réduite à un simple symbole de provocation. Sous la pression, Bardot exige que la chanson ne soit pas publiée. Gainsbourg, humilié, se plie à sa demande, mais la blessure reste vive. Il avait offert à Bardot ce qu'il considérait comme l'œuvre la plus intime, la plus audacieuse de sa carrière, et elle l'avait rejetée. Pour lui, ce refus équivalait à un rejet de sa personne. Pour elle, c'était une question de survie médiatique, un moyen de protéger une image déjà fragilisée. Ce malentendu marqua le début d'une relation ambivalente, faite d'admiration mutuelle et de rancune larvée. Lorsque Brigitte Bardot imposa à Serge Gainsbourg de garder le morceau « Je t'aime », moi non plus secret, ce dernier en fut profondément vexé. Dans son esprit, elle avait incarné à la perfection la chanson qu'il avait rêvée, et le voir refuser au monde ce bijou sulfureux revenait, pour lui, à étouffer une œuvre majeure. Ce ressentiment le poursuivit, même lorsqu'il tenta d'en dissimuler l'amertume derrière son humour cynique. Un an plus tard, Gainsbourg retrouva cette chanson dans un autre contexte, avec Jane Birkin. Cette fois, il alla jusqu'au bout. Le morceau sorti déclencha un scandale international, fut interdit dans plusieurs pays et entra pourtant dans l'histoire comme l'une des chansons françaises les plus célèbres du XXe siècle. Pour Bardot, ce succès fut une blessure supplémentaire. Elle savait que c'était elle, à l'origine, qui avait inspiré cette œuvre. Mais au lieu d'être associée à cette révolution musicale, elle en était devenue l'ombre effacée. Les médias, bien sûr, ne manquèrent pas d'exploiter cette tension. Ils lui rappelaient sans cesse « Vous savez, c'est Jane Birkin qui a immortalisé ce morceau que Gainsbourg avait écrit pour vous. » Chaque mention de cette chanson rouvrait la plaie. Bardot voyait dans cette situation une injustice. Elle avait refusé la diffusion pour se protéger, mais la décision avait fini par la reléguer dans le rôle de muse éphémère, remplacée par une autre. De son côté, Gainsbourg ne manquait pas de jouer sur cette ambiguïté. Dans certaines interviews, il laissait entendre qu'avec Bardot, l'histoire aurait pu être encore plus grandiose. Ces allusions agaçaient profondément Bébé, qui n'aimait pas qu'on ravive des épisodes de sa vie qu'elle aurait préféré oublier. Ainsi, entre Bardot et Gainsbourg, subsista toujours un mélange d'admiration et de rancune. Elle reconnaissait son génie, mais elle ne lui pardonna jamais tout à fait de l'avoir placé dans une position intenable. Pour Bardot, Gainsbourg fut un compagnon de route à la fois fascinant et insupportable, un nom qu'elle associait à la provocation et à une cicatrice intime qu'elle n'a jamais refermée. Numéro 6. Simone de Beauvoir. Si Brigitte Bardot a souvent été opposée à d'autres actrices ou artistes, l'un des conflits les plus profonds de son parcours ne venait pas du cinéma, mais du champ des idées. Simone de Beauvoir, philosophe, écrivaine et figure majeure du féminisme du XXe siècle, voyait en Bardot une incarnation problématique de la condition féminine. Dès la fin des années 1950,
Beauvoir analyse l'explosion du mythe Bardot comme un phénomène culturel. Dans des articles publiés dans la presse, elle évoque la star comme un symbole de la femme-objet, utilisée par une société patriarcale pour séduire et dominer. Cette lecture, inscrite dans une démarche intellectuelle, visait à dénoncer les mécanismes d'oppression. Mais pour Bardot, qui découvrit ces textes, ce fut une attaque directe. À ses yeux, Beauvoir réduisait son existence à une caricature. Elle n'était plus une actrice, une femme libre, mais une figure abstraite dans une théorie féministe. Bardot, qui avait bâti sa vie sur l'instinct, la passion, le refus de se soumettre, ne supportait pas d'être enfermée dans une analyse froide. Elle rejetait violemment l'idée d'avoir été instrumentalisée par les hommes. Pour elle, ses choix avaient toujours été dictés par son désir personnel, et non par une quelconque soumission. Le contraste entre les deux femmes ne pouvait être plus frappant. Beauvoir, intellectuelle rigoureuse, construisait ses réflexions sur des concepts, des lectures, des débats. Bardot, elle, vivait dans la chair, dans la spontanéité, sans chercher à théoriser son existence. Leur opposition dépassait donc la simple divergence d'opinion. Elle représentait deux visions irréconciliables de la femme moderne. Dans l'esprit de Bardot, cette critique intellectuelle fut ressentie comme une mise en accusation. Elle se voyait condamnée par une élite qui refusait de reconnaître sa liberté autrement que comme une aliénation. Et c'est précisément cette perception qui fit de Simone de Beauvoir un nom qu'elle ne pouvait pas voir en peinture. Lorsque Simone de Beauvoir publia son analyse du mythe Bardot, l'effet fut immédiat. Dans les salons intellectuels, on discuta de bébé comme d'un objet sociologique, au même titre qu'un concept. Pour Bardot, habitué au projecteur, être ainsi disséqué comme une idée plutôt qu'une personne était insupportable. Elle avait l'impression d'être dépossédée de son humanité, transformée en emblème contre son gré. Beauvoir affirmait que Bardot incarnait, malgré elle, une double contradiction. Elle semblait libre, mais cette liberté n'était en réalité qu'une récupération masculine, une construction médiatique façonnée pour exciter le désir et renforcer la domination. Bardot, en lisant ces lignes, s'emporta. À ses yeux, rien n'était plus faux. Elle n'avait jamais accepté d'être façonnée par qui que ce soit. Elle avait choisi ses rôles, ses amants, ses révoltes. Elle ne voyait pas pourquoi sa vie devait être traduite dans un langage abstrait qui lui échappait. Dans ses rares confidences sur ce sujet, Bardot évoqua Beauvoir avec une pointe d'agacement mêlée d'incompréhension. Elle respectait son intelligence, mais considérait ses théories comme froides, coupées de la réalité. On vit, on aime, on souffre, et c'est tout, aurait-elle confié. Pour elle, la philosophie de Beauvoir transformait la chair et le sang en concepts figés, niant la spontanéité qui constituait le cœur de son existence. Cette opposition prit un relief particulier dans les années 1970, lorsque le féminisme de Beauvoir gagna en visibilité. Beaucoup de militantes voyaient encore Bardot comme une figure ambiguë, icône d'émancipation pour certaines, symbole d'aliénation pour d'autres. Bardot, elle, refusa toujours d'être associée à un camp. Elle ne voulait pas être un étendard, encore moins une cible. Ainsi, le nom de Simone de Beauvoir resta, pour Bardot, celui d'une adversaire invisible mais tenace, une femme dont la critique intellectuelle la poursuivait et qu'elle ne pouvait pas voir en peinture. Car derrière Beauvoir, Bardot voyait tous ceux qui avaient tenté de réduire sa vie à une théorie, oubliant que, pour elle, la liberté se vivait dans la peau et non dans les livres. À 90 ans, Brigitte Bardot demeure une énigme vivante. Retirée du monde du cinéma depuis des décennies, elle a choisi l'ombre des calanques de Saint-Tropez et la cause animale comme ultime combat. Pourtant, son nom continue de susciter autant de passion que de débats. On l'aime ou on la rejette, mais personne ne reste indifférent. Ces 6 figures, Jeanne Moreau, Claudia Cardinal, Françoise Saguin, Günther Sachs, Serge Gainsbourg et Simone de Beauvoir, dessinent une cartographie singulière de ses blessures et de ses colères. Chacune d'elles incarne une confrontation, un malentendu ou une trahison que Bardot n'a jamais pu effacer. Derrière chaque rivalité se cache en réalité une quête, celle d'être reconnue, comprise, respectée au-delà du mythe. Bardot n'a jamais été une femme de compromis. Sa vie fut une succession d'élans fulgurants, d'amours fracassants, de choix radicaux. Elle a affronté le regard du monde entier sans jamais se plier. Et si ces 6 noms l'ont marqué de leur empreinte douloureuse, ils participent aussi à la légende. Car Bardot, même dans ses rancunes, reste une femme de vérité. Elle ne cache rien, ne masque pas ses blessures.
Aujourd'hui encore, son visage appartient à l'histoire du cinéma français, mais aussi à l'histoire culturelle d'un siècle. Les générations qui se succèdent découvrent en elle non seulement une icône, mais aussi une femme complexe, contradictoire, profondément humaine. Brigitte Bardot, à 90 ans, n'a plus besoin de se justifier. Elle demeure ce qu'elle a toujours été, une présence indomptable, une flamme qui brûle autant par ses éclats que par ses silences.